Et si tout ce qu'on pensait savoir sur l'addiction reposait en fait sur une mauvaise question? On nous parle tout le temps de volonté, de faiblesse morale, mais aujourd'hui, on va explorer des sources qui proposent un changement de perspective, mais alors un changement radical. Préparez-vous, parce qu'on va voir le comportement addictif non plus comme le problème, mais comme une tentative de solution. Et tout ça, ça commence par redéfinir le mot addiction lui-même. Voilà, cette phrase du docteur Daniel Sumrok, un spécialiste du sujet, c'est vraiment le cœur de notre analyse. Et elle change tout. Absolument tout. Elle nous fait passer d'un modèle où on juge à un modèle où on cherche à comprendre. Le comportement compulsif n'est plus un craquage, non, c'est une quête. Une quête de quoi? Eh bien de réconfort. C'est tout simplement le seul chemin que le système nerveux a trouvé pour survivre. Du coup, avec cette nouvelle perspective, le comportement addictif, ce n'est plus l'ennemi à abattre. En fait, c'est la meilleure tentative que le cerveau a trouvée pour gérer un problème beaucoup plus profond, une douleur qui est souvent invisible. C'est une stratégie de survie. Et cette idée, elle est partagée par de nombreux experts. Cette phrase du docteur Felici, le cofondateur d'une étude absolument monumentale dont on va reparler, elle résume ça parfaitement. Pour lui, l'acte compulsif, il remplit une fonction qui est vitale. Il offre un soulagement immédiat qui ne demande pas beaucoup d'énergie face à une douleur émotionnelle. C'est un peu le fast-food de la régulation émotionnelle, quoi. C'est rapide, c'est accessible, mais sur le long terme, ça coûte terriblement cher. Pour bien visualiser ça, les sources proposent une métaphore assez puissante. Imaginez une personne qui porte un premier manteau, le manteau de la peur. Il est lourd, il est douloureux, mais il est familier. Pour arrêter de le sentir, le système nerveux va en enfiler un deuxième, juste par-dessus. C'est le manteau de l'addiction. La seule fonction de ce deuxième manteau, c'est de cacher le premier. C'est beaucoup plus rapide et ça fait moins mal que de sentir la peur en permanence. Bon, mais comment est-ce que ce processus s'ancre dans notre biologie? On va explorer maintenant la mécanique du cerveau. Comment est-ce que le cerveau se recable physiquement pour rendre ses comportements de recherche de réconfort complètement automatiques, au point où ça nous semble plus fort que nous? Alors, il faut savoir que le cerveau est une machine à économiser l'énergie. Quand on répète un comportement, le contrôle passe de notre cortex préfrontal, on va dire que c'est le PDG, celui qui réfléchit, à nos ganglions de la base, qui sont plutôt l'ouvrier d'usine, celui qui exécute sans poser de questions. Le comportement devient une routine qui ne demande plus aucun effort, et c'est exactement pour ça qu'on peut se retrouver devant le frigo sans même en être rendu compte. Ce n'est pas de la faiblesse, non, c'est de la neuroplasticité en action. Pendant ce temps, le circuit de la récompense, lui, il est complètement piraté. La dopamine, qu'on présente souvent comme la molécule du plaisir, c'est en fait plutôt la molécule de l'anticipation, du désir. Le cerveau apprend que certains indices, le stress, une heure précise, prédisent un soulagement. Et ça déclenche un désir super intense, le fameux craving, qui va court-circuiter toute pensée rationnelle. Cette mécanique cérébrale, elle crée une véritable guerre à l'intérieur. Beaucoup de gens décrivent ce conflit comme si plusieurs parties d'eux-mêmes se battaient en permanence. Il y a un modèle, le modèle AFS, ou système familiaux intérieur, qui nous donne justement un langage pour comprendre qui sont ces combattants. Dans ce modèle, on a 3 types de parts. D'abord, les managers. Eux, ce sont les planificateurs. Ils essayent d'éviter la douleur par un contrôle très strict. Ensuite, il y a les pompiers. Eux, c'est l'intervention d'urgence. Dès que la douleur menace de remonter, ils l'éteignent par n'importe quel moyen. Nourriture, alcool, achat compulsif. Et tout au fond, il y a les exilés. Les parts qui portent la blessure originelle, la honte. Les managers et les pompiers, ils ont le même but, protéger les exilés, mais leurs stratégies sont tellement opposées que ça crée un cycle infernal de contrôle et de rechute. Et là, attention, voici le principe fondamental de ce modèle, et ça change absolument tout. Il n'y a pas de mauvaise part. Chaque part, même celle qui pousse au comportement le plus destructeur, a une intention positive. Protéger la personne d'une douleur qui lui semble insupportable. Le pompier qui déclenche une crise de boulimie, il ne cherche pas à détruire, il cherche à éteindre un incendie émotionnel. Et ça nous amène à la question essentielle. Mais c'est quoi cet incendie? C'est quoi cette douleur originelle que tout ce système interne essaye de contenir à tout prix? Là, on va toucher à la véritable racine du problème. Dans les années 90, une étude absolument gigantesque a été menée sur 17 000 personnes. C'est l'étude ACE pour Adverse Childhood Experiences, les expériences négatives durant l'enfance. Et elle a fait une découverte stupéfiante sur le lien entre les épreuves vécues dans l'enfance et les problèmes de santé à l'âge adulte, y compris, bien sûr, l'addiction. Et voilà le chiffre. C'est le point culminant de cette analyse. En se basant sur les découvertes de l'étude ACE, le docteur Sumrok a constaté que sur 1200 de ses patients dépendants, plus de 90% avaient des antécédents importants de traumatisme pendant l'enfance. Le lien n'est pas juste anecdotique, il est massif. C'est un schéma. Le point crucial à comprendre, c'est que le trauma, ce n'est pas juste un mauvais souvenir psychologique. Non.
Il provoque des changements physiques, durables, dans le cerveau en développement. Il dérègle complètement le système de gestion du stress, le circuit de la récompense, et ça crée un terreau incroyablement fertile sur lequel l'addiction peut pousser, non pas comme un défaut, mais comme une stratégie de survie. Alors, face à cette réalité, l'idée de combattre l'addiction avec de la volonté, ça semble un peu dépassé, non? Cette nouvelle compréhension, elle ouvre la voie à des approches bien plus humaines et surtout bien plus efficaces. Des approches basées sur la compassion et la sécurité. Ce tableau illustre parfaitement le changement de posture. D'un côté, l'approche traditionnelle qui dit « il faut que tu arrêtes ça, ça te détruit », mais qui ne fait que renforcer le conflit intérieur. De l'autre, une nouvelle approche qui s'allie avec la part protectrice et qui demande « attends, de quoi est-ce que ce comportement essaie de te protéger ?» On ne combat plus le symptôme, on cherche à comprendre ce qu'il cache. Cette citation, elle résume cette nouvelle philosophie à la perfection. Le manteau de l'addiction protège du manteau glacé de la peur. Si on l'arrache brutalement, on ne fait qu'exposer la personne au froid, sans aucune défense. La guérison, c'est d'abord de créer un environnement de sécurité, de chaleur intérieure, pour que la personne puisse, à son propre rythme, choisir de poser les manteaux elle-même. On termine avec cette pensée. Ce changement de regard, passer de la bataille à la curiosité et à la compassion, ce n'est pas seulement plus humain. D'après les sources qu'on a parcourues, c'est aussi la clé d'une transformation bien plus profonde et durable. Il ne s'agit plus de vaincre une partie de soi, mais de rétablir l'harmonie à l'intérieur.